États-Unis. Bonsoir Bertrand. Oui, bonsoir Sylvain. Merci. C'est à Samuel, vous, Samuel, hein? voilà. Samuel, oui. Merci à vous d'être notre invité, donc un troisième invité qui devrait peut-être aussi nous rejoindre dans le courant de cette semaine. On commence donc avec le Mali. Le Mali, la junte militaire avait mal digéré les lourdes sanctions infligées au pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ces sanctions mettent carrément le Mali sur le carreau, mais plus d'une semaine après le prononcé de ces sanctions, on a vu les rues de Bamako qui étaient noires de monde pour les dénoncer. Quelques pays de la CEDEAO également ont manifesté. La junte tient-elle le coup face à ce rouleau compresseur de la CEDEAO, Sylvestre Béni? Quand vous voyez l'attitude de la junte, c'est vrai qu'il y a de la part de beaucoup de politiques, d'acteurs de la société civile malienne, une sorte de durcissement de ton. Mais quand on entend, par exemple, le colonel Assimi Goïta s'exprimer, il parle aussi de dialogue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces sanctions ne font ni chaud ni froid à la junte malienne? Non, je crois que dire tout de go que ces sanctions ne font ni chaud ni froid donc à la junte malienne, ce seront donc des contre-vérités, parce que aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que lorsque vous êtes sous sanction, vous allez tout subir, hein, vous allez quand même subir. Et il faut dire également que ça a été aussi une surprise, parce que la junte ne s'est pas préparée à cette sanction-là. Et je me dis que pour l'instant, ils tiennent encore, mais la question que nous devons nous poser, c'est pour combien de temps? Voilà, pour combien de temps? C'est vrai que du côté ouest, lorsque vous prenez au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Niger, tout ça, c'est-à-dire la côte ouest où la junte, donc c'est la frontière côte ouest donc de la junte. À ce niveau, le problème ne se pose pas. Mais de l'autre côté est, vous avez l'Algérie, la Mauritanie, la Guinée, qui est donc du côté plus en bas, au sud donc du Mali. On voit que la junte peut quand même négocier avec ces pays-là, ne serait-ce que pour avoir quand même les vivres, parce que c'est quand la population commencera donc à crier au moment où on notera une forme d'inflation, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y aura plus donc d'entrée donc de vie sur le territoire, vous verrez que l'offre, les gens seront tentés donc de majorer un peu les prix sur le marché, et l'inflation risque donc de faire crier la population. Mais si la junte arrive donc à juguler cela et à négocier du côté donc de la Guinée-Conakry, de l'Algérie, de la Mauritanie, je me dis qu'ils peuvent pour l'instant s'en sortir. Mais je demeure du moins sceptique, parce que je me dis qu'aujourd'hui, la Guinée fait plus donc d'échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, il est donc... je parle donc du Mali, plutôt le Mali a fait plus donc d'échanges commerciaux donc avec la Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, on constate donc que la Côte d'Ivoire, ou du moins le président ivoirien, celui qui mène plus la fronde, compte donc de la junte. Donc, à ce niveau-là, ça va peut-être se corser, et que aujourd'hui, la France, qui est presque au deuxième niveau donc de l'ascension, hein, j'ai écouté du moins le ministre des Affaires étrangères qui disait qu'ils sont presque membres de la CEDEAO. Je ne l'ai pas eu. De la CEDEAO, voilà, c'est une première. Donc, vous voyez, et que la France, qui est aujourd'hui, qui est la présidente donc de l'Union européenne, et vous voyez que déjà donc quand la France devait quand même reprocher à la junte le fait donc de faire venir donc sur le territoire malien le fameux groupe Wagner, vous verrez que la France a utilisé certains pays occidentaux, notamment la Roumanie et tout ça, qui n'ont généralement rien à voir avec l'Afrique, mais qui ont quand même signé, et du moins qui ont reproché au fait donc au Mali donc de recourir donc au groupe Wagner. Donc la France peut user également à ce niveau-là, ne serait-ce que pour faire peser plus les sanctions économiques sur le pays. Vous savez que là, chaque pays donc diversifie ses flux commerciaux, ses gens commerciaux. Donc une fois que la France est également à ce niveau, je me dis que la junte ne pourra pas. Peut-être en 3 mois, ils seront déjà sur les rotules. Ça, il faut le dire. C'est vrai que au moins pour ce mois où ils peuvent au moins payer les fonctionnaires, mais quand ça va durer, je me dis qu'ils vont céder. Maintenant, il y a aussi d'autres partenaires, comme la Chine
et la Russie, qui sont également du côté donc, de la junte. Donc ça va se jouer donc, sur des détails, hein, ça va se jouer sur des détails. C'est vrai, quand vous avez vu la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était sous sanction de la CEDEAO. Mais la Côte d'Ivoire a pu quand même durer dans cette sanction-là, ouais, jusque cette guerre-là que nous avons. Donc ça va se jouer sur des détails. Si la junte arrive donc à faire venir les vivres et tout ça sur le territoire, je pense qu'il peut quand même durer. Alors justement, du côté de la junte Bertrand Schneider, est-ce que vous pensez qu'elle a tous les leviers en main pour opposer une résistance à long terme? Oui, mais pour ma part, je pense que d'abord, il n'y a aucun pays au monde n'aimerait vivre ce que vit le Mali actuellement. Quand vous êtes au pouvoir, vous aurez aimé avoir toute la latitude, avoir des partenariats pour vraiment développer, montrer ce que vous pouvez apporter à vos compatriotes et à votre pays. Mais j'espère que le Mali et la junte au pouvoir est vraiment averti. Parce que la France, elle reste la France. Elle n'a pas d'amis. Quand ses intérêts sont touchés, elle n'hésite pas à déployer tous les moyens nécessaires qu'il faut pour se faire respecter. On l'a vu en Côte d'Ivoire. On a vu comment la France est allée jusqu'à enlever un président, bombarder le bunker d'un président pour installer la personne qu'elle veut. Je le dis tout cru comme ça. Bon, voilà. C'est juste pour dire que j'espère encore une fois que le Mali et la junte vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vraiment mentionné cela. Le président, il essaie de porter des gants quand il prend la parole. Les autres font du bruit. Mais quand lui prend la parole, il porte des gants. Il sait que c'est une force qu'il y a en face. Il connaît la réalité. Il connaît la réalité. Sékou Touré, si je ne me trompe, a essayé. Oui. Il a payé le prix très fort. Il a dit un non catégorique au général de Gaulle. On a vu la conséquence. On a vu la conséquence. Donc, je croise les doigts. J'espère que le Mali, c'est mon souhait, qu'il puisse apporter quelque chose de nouveau dans la sphère politique mondiale. Si cela peut, un temps soit peu, aider les pays africains à avancer. Mais au même moment, qu'il ne nous laisse pas la salive dans la bouche. Il ne faut pas commencer quelque chose qu'on ne pourra pas finir. Donc, je suis vraiment d'accord qu'on voit un nouveau visage politique en Afrique, qu'on change les choses. C'est bon, je suis prenant, adepte du changement. J'aime la démocratie. C'est pourquoi, au fait, il m'est difficile de me prononcer trop avec le problème malien parce que je n'aime pas les coups d'État. Bon, si, c'est... Quand on est démocrate... c'est un peu difficile de le dire, mais bon, venir défendre un coup d'État... Mais au même moment, c'est une situation qui a créé la situation que nous avons au Mali. Alors tout ce que je peux dire, c'est bonne chance au capitaine. Le colonel, pardon, et j'espère vraiment qu'il est aguerri, vraiment. Oui. Non, moi, je pense que peut-être pour essayer donc de taquiner mon cher frère, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a des coups d'État démocratiques. Puisque vous êtes démocrate, il y a des coups d'État démocratiques parce que vous voyez ce qui s'est passé donc au Mali. Et je me dis qu'il ne peut y avoir que cette situation, ne serait-ce que pour redéfinir les choses, réinventer ou faire la mue donc de ce pays-là et repartir. La preuve que si la junte arrive donc à observer, et du moins les principes pour respecter donc les règles et les principes démocratiques, vous verrez que c'est un autre Mali que nous allons voir. Parce que le Mali a cette culture de coup d'État. Et justement parce que on donne une transition donc de 6 mois et quelqu'un d'autre vient, mais le problème demeure. Aujourd'hui, moi, je veux véritablement qu'on donne plus de temps. Donc, mais 5 ans, c'est... Mais 5 ans, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce que disait le président ivoirien. Une junte militaire s'installer pour 5 ans, un quinquennat? Non, je crois que le président ivoirien n'est pas peut-être la personne la mieux... je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Donner des leçons au Mali. Parce que je me dis que le président ivoirien a été presque installé par les chars français. Voyez-vous, donc il n'est pas en bonne posture pour donner des leçons de démocratie donc, au Mali. Bon, j'aurais préféré peut-être quelqu'un d'autre que le président
ivoirien, donc qui n'est pas peut-être la personne la mieux indiquée. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que 5 ans, c'est trop. Mais bon, on peut trouver quand même le juste milieu. On peut trouver le juste milieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une situation délétère qui provoque donc au Mali. On ne peut pas aujourd'hui aller donc à une élection et peut-être que les candidats ne feront campagne qu'à Bamako et dans les villes environnantes. Ils ne peuvent pas avoir le courage d'aller au nord du pays. Oui, mais vous avez écouté la dernière fois le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, après les gigantesques manifestations, il a dit que si on a la sécurité pour manifester, c'est qu'on a la sécurité pour voter. Justement, s'il y avait la sécurité, la France ne serait pas encore donc, au Mali. Ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité. Si la France est au Mali, donc ça veut dire qu'il y a l'insécurité. Et c'est l'insécurité là que la junte donc, veut éradiquer pour donner la latitude donc, à tous les candidats qui veulent postuler donc, à la magistrature suprême de sillonner sur le territoire. Et ils sont en train donc, de le faire donc, de belle manière. Vous verrez que depuis quelques moments, la junte ou les FAMA arrivent donc à réaliser donc, des scores, des succès dans leur progression donc, dans la lutte contre le djihadisme. Donc on espère que ils puissent quand même nettoyer ce territoire des djihadistes. Et après, bon, on aura la latitude donc, de faire les campagnes jusqu'à aller à Tombouctou, Gao et tout, et être libre, même dormir à la belle étoile. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO sont là. On sent que ces sanctions font mal. Le problème, c'est la durée de la transition que la junte a proposée. 5 ans, on dit partout que c'est trop. Vous pensez que sur ce point, la junte devrait aussi mettre de l'eau dans son vin? Je pense que Assimi Goïta a été clair. Il dit, si demain, nous avons la sécurité, nous allons aux élections. Bah, la sécurité, c'est pas aussi un claquement de doigts. Justement, c'est une manière de... Ça veut dire que si le pays est pacifié, nous allons aux élections. Ça veut dire qu'au fait... Ça peut être dans 10 ans aussi. Non, ils ont dit 5 ans. Oui, parce que j'ose croire. Sylvestre l'a bien dit, la France est venue il y a 8 ans, on n'a pas la paix. Qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, on aura la paix? Oui, j'ai écouté le Premier ministre malien également, qui a été très clair quand il a parlé. Il a dit des choses qui donnent la sueur froide au dos. Ça veut dire que aujourd'hui, cette situation que nous avons, c'est que quelque part, ça profite. Ça profitait à certaines personnes. Quand même, le capitaine, le colonel Assimi Goïta, la junte, et tout ce monde-là qui porte la junte dans leur cœur aussi, ils ne sont pas des naïfs. Ils ont touché du doigt. Ils étaient aussi au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ils ont vu au fait que le président Ibeka n'arrivait pas à taper du poing sur la table pour prendre des décisions qu'il fallait dans l'intérêt du Mali. C'est la raison pour laquelle les gens se sont retournés contre lui. Et je pense que vraiment, nous devons tout simplement aider le colonel à faire un bon balayage et vraiment à l'aider à faire cette transition-là. C'est vrai que quand on entend 5 ans pour une junte militaire, on a peur qu'à la fin, les gens balaient tellement la maison que la maison soit si jolie qu'ils refusent de partir. Ils veulent s'installer parce qu'on en a vu l'exemple dans d'autres pays. Mais je pense que, comme l'a dit le frère Sylvestre, il faut vraiment encourager la junte au pouvoir et vraiment leur donner les moyens nécessaires. J'aurais été à la place de la CEDEAO, je pense que j'aurais plus m'appesanti sur le peuple, ce peuple-là qui est debout, ce peuple qui veut accompagner. Parce qu'au fait, tout ça, c'est pour qui? C'est pour le peuple. Alors, si le peuple y va, nous allons donner des choses pour aider ce peuple-là et accompagner la junte pour réussir cette transition. Il y a quand même un détail important. C'est vrai que la junte a donné 5 ans. Mais la junte dit que le colonel Assimi Goïta ouvertement dit qu'ils sont ouverts au dialogue. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui se cantonnent ou se cramponnent donc, sur les 5 ans. S'il y a dialogue, d'ailleurs, il y a l'Union africaine qui propose 16 mois, et il y a l'Algérie qui est presque dans la même dynamique, dans la même logique. Donc l'Algérie qui aujourd'hui est très liée donc, à la junte, qui est presque partenaire donc, des nouvelles autorités donc, de ce pays. Je me dis que si on arrive donc, à accorder les violents, on peut trouver le juste au milieu. Alors justement, est-ce que ce juste milieu qu'on cherche aujourd'hui peut expliquer
la visite express du président togolais Faure Gnassingbé au niveau de la junte. Le pays est fermé, mais il a atterri, il a eu un entretien avec Assimi Goïta pendant 2 ou 3 heures de temps. Vous savez, aujourd'hui, je crois que le président togolais est presque en train donc de jouer le rôle de Blaise Compaoré à l'époque. Oui. Bon, on l'appelle le jeune doyen. Oui, il est le doyen donc des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, et vous verrez qu'au tout début de la crise, il était le premier. Oui. Donc, à accueillir donc les belligérants, discuter avec eux. Donc, il était le premier donc à vouloir donc redonner un vie ou faire donc revenir donc l'ordre constitutionnel dans ce pays. Donc c'est normal qu'aujourd'hui il bénéficie quand même de ce respect-là. Et vous verrez qu'il n'était même pas à Accra. Il n'a pas fait le déplacement d'Accra quand le Mali a été sanctionné. C'est le chef de la diplomatie qui... Justement, peut-être que dans les coulisses, la junte peut-être a pu du moins observer que le Togo n'était pas trop pour cette décision. Donc il y a quand même tellement donc, de choses dans Guy sous roche qui vont peut-être en faveur donc, du président togolais. Est-ce qu'on peut considérer quand même cette visite express comme une initiative personnelle ou bien dans les coulisses, la CEDEAO aussi c'est possible également. À la diplomatie avec le Mali. C'est possible également, puisque je disais tout à l'heure que le Togo est presque le premier pays donc, à s'intéresser donc, à la situation malienne et qui a accueilli le colonel Assimi Goïta ici sur le territoire togolais et tout ça. Donc, on peut peut-être surfer sur cette relation entre le président togolais et la junte pour pourquoi pas conseiller presque la junte donc à revoir un peu sa position. Donc c'est possible. Encore que la junte dit que nous sommes ouverts au dialogue. Donc s'il arrive à le faire, c'est quand même ce serait profitable également à lui. Mais je ne pense pas que le président ivoirien pourra même survoler l'espace malien. C'est pas possible. Vous pensez qu'avec cette visite express, parce que dès que les sanctions ont été annoncées, tout le monde a compris qu'on cherche à isoler le Mali complètement pour l'amener à revenir sur sa position. Mais là, on voit le président togolais qui est allé là-bas, qui a discuté avec le colonel Assimi Goïta. Ça montre que au niveau de la CEDEAO aussi, on est très ouvert malgré le ton très dur. Oui, vous savez, en diplomatie, tout ne se dit pas comme ça. Oui. Et c'est une bonne chose de toujours essayer de discuter, de trouver le juste milieu, tout ça. Mais Faure Gnassingbé, devant le peuple malien, que dit le peuple? Que va dire le peuple? Parce qu'il s'agit de Faure Gnassingbé. Oui, mais c'est une question de personne. Mais oui, mais Faure Gnassingbé est quand même le président du Togo. Oui. Il a des casséroles qu'il traîne aussi. Que les Maliens... Mais oui, c'est la même chose. Vous parlez du président ivoirien, vous évoquez des casséroles. C'est la même chose. Vous parlez le frère, quand vous avez parlé du président ivoirien, a dit quelque chose que le président ivoirien n'est pas bien placé pour donner des leçons à la junte malienne. Alors... Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, plus ou moins, quand on parle du Togo à l'étranger, quel est le schéma qu'on a? Maintenant, quand Faure Gnassingbé descend, les Maliens, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que la société civile ne va pas durcir le ton, dire la même chose? Je ne sais pas. J'essaie juste de regarder la chose de notre angle aussi, hein, pour voir si vraiment on ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre que le président Faure Gnassingbé. Alors, c'est ce que je pense. Et une chose est claire, c'est que la junte lui a ouvert les portes. L'aéroport a été ouvert. Tout à fait. Moi, je ne fais que faire des analyses. On lui fait confiance. J'espère. Et j'espère qu'il pourra apporter... Le colonel Goïta était au Togo aussi. Il était au Togo. Donc, il a aussi envoyé des émissaires vers Alassane Ouattara aussi. Faure Gnassingbé, c'est pas n'importe qui non plus. Tout à fait, c'est le petit doyen, comme le président Alassane a l'habitude de l'appeler, n'est-ce pas? Mon jeune doyen. Alors, on espère, on croise les doigts, qu'il va apporter une solution. Oui. Je suis sûr que le Mali aujourd'hui veut souffler. Je suis sûr que le Mali veut avancer. Je ne suis pas sûr que, comme il a dit, le frère, que les autorités maliennes veulent faire du jusqu'au boutisme. Non, je ne crois pas. Et ça ne les arrangerait même pas. Alors, bonne chance, si c'est là. En est le cas pour le président Faure d'apporter une solution à la crise malienne. La solution, inévitablement, aujourd'hui, ça va être
question de calendrier, il faut que 5 ans, on l'a compris, c'est non pour la CEDEAO. Il faut qu'il y ait un délai raisonnable, un calendrier pour les élections. Oui, justement, je crois que il y a la CEDEAO, pardon, il y a l'Union africaine qui parle de 16 mois. Selon les informations, le colonel Assimi Goïta aurait également discuté avec le secrétaire général donc, de l'ONU, de l'ONU. Et je me dis que peut-être au niveau diplomatique, il y a des choses qui se jouent. Bon, si on arrive donc à nous sortir peut-être 2 ans ou 3 ans, bon, c'est tenable, ou à la rigueur 2 ans. Parce que si la junte fixe le cap sur 5 ans, si on veut trouver le juste milieu, oui, 2 ans, bon, c'est encore raisonnable parce qu'ils sont déjà en train donc, de mater les djihadistes. Donc, on espère que d'ici là, on aura un pays plus ou moins pacifié pour dérouler donc, le calendrier des élections pour que le pays puisse retourner donc, à l'ordre constitutionnel. En fait, je voulais revenir sur la visite du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Ben, oui, c'est vrai, la junte peut l'écouter, mais ça dépendant de ce qu'il dit à la junte et de la manière dont le peuple malien va apprécier cela. Justement. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que le peuple soutient la junte. Bon, c'est l'image que nous avons aujourd'hui. Le peuple soutient la junte. Donc, ça dépendant donc, de ce que le président togolais dira donc, à la junte. Mais il y a également un élément fondamental dans cette crise, c'est que les gens sont aujourd'hui fatigués de la France. Oui. Vous voyez, le peuple malien est fatigué de la France. Avant même donc le départ de IBK, vous avez vu que les Maliens ont brûlé des drapeaux français, des gens qui déchiraient le drapeau français, parce qu'ils estimaient que, au lieu donc de les aider, la France est venue plutôt s'installer dans le pays, donc ne serait-ce que pour des agendas que beaucoup ignorent aujourd'hui. Oui. On ne va pas dire qu'ils sont là peut-être pour les ressources minières du Mali, je ne veux pas le dire, même s'il y a beaucoup qui pensent que c'est juste le but donc de la France. Et au-delà, il ne faudrait pas que ce soit, qu'on ne perçoive peut-être Faure Gnassingbé comme un émissaire français. Là, ça va capoter tout de suite. Tout de suite. Ça va capoter tout de suite. Donc, accordons donc le bénéfice du doute au jeune président. Et bon, il est encore qu'il est jeune doyen de la CEDEAO pour voir si lui parviendra donc et ne serait-ce que à trouver les mots justes à l'endroit donc de la junte, parce que je me dis ceux qui sont là, les vieux, tout ça, sont déjà presque partis. Bon, il ne reste que le président ivoirien, celui donc de la Guinée. Bon, peut-être on en parlera aujourd'hui. Il est de l'autre côté, et que si tout à l'heure mon ami disait donc que la France aime se faire respecter. Mais ce qu'ils ont fait à Côte d'Ivoire est aujourd'hui impossible au Mali, parce qu'il y a un autre partenaire qui est là, qui est la Russie. Vous voyez, la Russie qui a même mort. Et la Russie et la Chine, qui sont aujourd'hui derrière la junte. Donc, ce qu'ils ont fait donc, à Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas le faire sur le territoire malien. Ça, c'est impossible. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ils préfèrent donc aller vers les présidents africains, à ce qu'ils puissent se serrer un peu le robinet, pour que, et asphyxier économiquement, que ce soit plutôt le peuple malien qui se rebelle contre la junte. Mais peut-être qu'ils attendront aussi longtemps. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que quand on prend des sanctions de cette ampleur-là, il n'y a pas que le Mali qui souffre, tous les autres pays souffrent également. Tout à fait. C'est pourquoi je dis rapidement, trouvons une solution pour le Mali, pour vraiment... parce que tous ces pays enclavés là... Trouvons une solution pour la CEDEAO. Bon, ouais. oui. En tout cas, c'est des intellectuels, je leur fais confiance, c'est des Africains, et c'est l'Afrique qui gagne. Pour moi, il faut quand même... Je ne pense pas qu'il est difficile de trouver une solution, vraiment, parce que tous les autres pays vont prendre un coup, au fait. Mais je voudrais aussi dire quelque chose de fondamental. Si le Mali, ça c'est mon point de vue, et je pense que ça doit être la même chose pour la junte au pouvoir, tant que le pays n'est pas pacifié, on ne va pas aux élections. Ça, c'est l'erreur fondamentale que le président Laurent Gbagbo a commis en Côte d'Ivoire. Il a payé cash. Peut-être qu'on les pousse à faire une transition de 2 ans. On va les mettre les bâtons dans les roues pour ne pas pacifier le pays dans les 2 ans. Quand les 2 ans vont passer, on dit, monsieur, vous avez accepté, nous allons aux élections. Et dans ça, on va essayer de mettre du trouble et puis reprendre les choses en main. Alors, vraiment, ça, il ne faut pas
blaguer là-dessus. Tant que le pays n'est pas pacifié, tant que les choses ne rentrent pas dans l'ordre, Pas d'élection. pas d'élection. Ça, je suis désolé, mais... Oui, mais en même temps, le baromètre de la pacification, c'est difficile à mesurer. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines informations donnent Iyad Agali, l'un des chefs djihadistes en fuite vers le Niger, le second, le nom échappé, serait également en fuite. C'est de très bonnes nouvelles si ça se confirme. Mais à quel stade on arrive et on dit qu'on est pacifié? Non. Au stade du Centrafrique, oui. Non, je crois qu'il faudrait même plus terminer ta question. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé donc en Centrafrique. Justement. Et à un moment donné, il faudrait que Akash Touadéra puisse prendre ses distances vis-à-vis de la France, qui a fait venir donc, qui a plutôt coopéré avec la Russie. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a presque plus de rebelles sur ce territoire-là. Ils sont presque vers la sortie. Ils sont presque... C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques traces de rebelles au niveau de la frontière. Et aujourd'hui, ce pays peut véritablement redécoller donc son économie. Donc voilà. Mais en même temps, avec le Mali, la situation n'est pas identique parce que là, vous avez des groupes terroristes, c'est des fanatiques, c'est des gens qui se battent pour un oui ou pour un non. En même temps, vous avez aussi beaucoup de conflits interethniques. Ça, on ne le dit pas très souvent. Est-ce qu'on peut amener la paix totale au Mali? Non, parce que si vous parlez donc de conflits interethniques, moi, c'est ce fameux groupe de l'Azawad que moi, j'ai toujours considéré comme un groupe rebelle. Parce que on ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. C'est l'Azawad qui est épaulé. Vous verrez les vidéos. L'Azawad, il y a une force donc de l'Azawad qui patrouille avec les éléments donc les éléments français, c'est-à-dire que les troupes françaises au nord donc, du pays. C'est impossible. C'est impossible. Il y a une force régalienne, une force malienne qu'on connaît, c'est les Famas. C'est les Famas. Donc, on ne peut pas peut-être prendre ce territoire-là, cette portion-là, et dire qu'il faudrait que d'autres assurent donc l'autorité de l'État sur ce territoire-là. Et c'est eux qui sont en train donc d'inculquer ces valeurs donc de charia, tout ça qui nous a amenés aujourd'hui à ce que nous voyons. C'est vrai qu'il y a une part de la Libye avec et les Français et les Américains qui ont fourni des armes donc, aux civils de combattre le régime de Kadhafi. Le régime tombé, les armes là se retrouvent aujourd'hui entre les mains donc, des djihadistes. Et nous avons vu que tout le Sahel aujourd'hui, c'est de là qu'est partie donc, la situation que nous avons aujourd'hui au niveau du Sahel. C'est de là qu'est partie la situation. Donc, les mêmes qui ont fourni des armes à ceux-là, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui là, qui veulent dire que oui, nous allons les combattre. Or, vous verrez où il y a des vidéos où les forces françaises des djihadistes sont cohabitées même avec les forces françaises. Il y a des vidéos. Ce n'est pas une thèse complotiste. Donc, comment est-ce qu'on peut être dans cette situation depuis 8 ans? Et aujourd'hui, la Russie, le Mali dit non, nous allons coopérer avec d'autres personnes. Vous dites non, si ce n'est pas avec la France, il n'y aura plus donc d'autres partenaires. Mais c'est impossible. Le Mali, c'est un État qui peut choisir avec qui coopérer. Ou qui peut choisir ses partenaires. Mais aujourd'hui, la France est donc dans une logique donc, de diktat. Et paternaliste, c'est la France ou rien. C'est la France ou rien. Or, regardez. Bon, il y a des gens qui disent... On vous dira que ce sont précarés. Non, écoutez, ça c'est des discours... Ça veut très bien que le monde est divisé en blocs. Non, ça c'est des discours qu'on ne doit plus attendre. C'est des discours qu'on ne doit plus attendre. La France a été... pays et a colonisé donc une partie donc de l'Afrique, mais ça c'est il y a longtemps. C'est au temps de nos grands-parents, comme le disaient certains. Donc à un moment donné, il faudrait qu'ils comprennent que l'Afrique ou les territoires africains ne sont pas une province donc de la France. De la France, d'accord. Si vous permettez, on va passer rapidement au second sujet, c'est la Guinée. Nous évoquons le sort de l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un coup d'État conduit là également par le colonel Doumbouya. Eh bien, Alpha Condé a été autorisé à quitter le territoire, autorisation sous condition. Il doit aller se soigner et puis revenir dans un délai très précis. Mais la question, est-ce qu'Alpha Condé est parti pour ne plus revenir? Bertrand Schneider, le départ même d'Alpha Condé pour des soins à l'étranger, est-ce qu'on peut considérer que de la part de la jeune, c'est vrai qu'on parle maintenant beaucoup de jeunes sur le continent, de la part de la jeune guinéenne, c'est un bon geste? Oui. Humanitaire en tout cas. Pour ma part, quelqu'un qui est malade doit se soigner. C'est tout à fait normal. Quand on ne se sent pas bien, et il faut se soigner. Mais
quand nous ramenons à l'échelle du président Alpha Condé, je risque d'être un peu amer. Pour ma part, je serai à la place de la junte, il n'ira nulle part. Non, sincèrement, il ne bougera même pas de iota. Pourquoi? Tout simplement, voilà un monsieur qui a duré dans l'opposition, qui a fait 40 ans d'opposition. Voilà. Il a fait le tour du monde. Il a dit et redit qu'il changerait le visage de la Guinée lorsqu'il accédera au pouvoir. On était tout jeunes quand on a connu Alpha Condé dans les médias partout. Oui. Et Dieu a permis que ce monsieur soit président de la République. Et ça a été vraiment choquant. C'est terrible pour moi de voir que l'homme peut facilement changer de veste. Quand on est président de la République, on a de la vision, on a des ambitions, et c'est parce qu'on a de ces ambitions qu'on veut être président. Et on met en place ce qu'on a comme ambition pour son pays. Mais jusqu'à quand nos chefs d'État vont aller se soigner dans le pays des autres? Jusqu'à quand? Donc, si la fille d'Alpha Condé, je ne sais pas s'il a une fille, ou bien si son fils est malade en France, et le citoyen lambda guinéen fait quoi? S'il a les moyens, rien n'est interdit aussi qu'il aille se soigner. Justement, mais il faut qu'on arrête cela. Mais il a été au pouvoir pendant combien d'années? Il a même changé la constitution pour se représenter. Pour un troisième mandat. Pour un troisième mandat. Il avait la latitude de construire des hôpitaux pour se faire soigner chez lui. Il faut arriver à un moment qu'on soit sévère avec les premiers responsables de nos pays, pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne vient pas parce qu'on a envie de venir. On vient pour construire et pour laisser quelque chose à la progéniture. Mais pour moi, Alpha Condé n'ira nulle part. D'accord. Je pose la même question à Sylvestre Béni. Est-ce que vous pensez que le geste du colonel Doumbouya est humanitaire? Oui, je comprends Bertrand. Je comprends Bertrand. Quand il est amer, il est sévère. Oui, mais je comprends également la junte parce que la junte a un côté humanitaire. Hein, c'est vrai que... Et je me dis que c'est peut-être le décès de Ibeka qui a véritablement fait changer, du moins qui a précipité les choses. Parce que vous savez que Ibeka également s'est envolé donc aux Émirats Arabes Unis, là où il s'est soigné, et on l'a libéré. Finalement, la junte avait refusé avant de le laisser, donc il est parti donc se soigner, revenir dans son pays, et avant qu'il ne décède il y a quelques jours. Et Condé, Alpha Condé, tout le monde sait, l'ex-président, tout le monde sait qu'il est souffrant. Et au niveau donc de la justice malienne, ils ont même ouvert une information judiciaire contre lui, hein, pour les crimes donc sous Condé. Mais il faudrait également qu'il soit en vie avant qu'on ne puisse le juger. Voyez-vous, je me dis que c'est... Si je ne m'abuse, 84 ans. 81, 83, 84. Donc aujourd'hui, la junte, je me dis qu'ils ont peut-être des garanties au niveau peut-être de la CEDEAO, parce qu'il y avait eu tellement donc de pression à ce qu'on puisse le relâcher. Même le Togo avait également plaidé pour la relâche donc de Alpha Condé afin qu'il puisse aller se soigner. Donc il est parti aux Émirats Arabes Unis, d'après les informations, pour un mois, mais on verra. Oui. On verra. Mais Condé doit quand même revenir, parce qu'il y a quand même des efforts. Il doit répondre donc de ses actes, il doit répondre donc des crimes commis sous sa présidence. Mais s'il refuse de revenir, on le considérera comme un exilé politique. Donc, et là, s'il sort, vous l'avez dit, c'est parce que la CEDEAO a joué à la médiation, on s'imagine l'Union africaine, donc il y a des garanties qu'il revienne. Non, je crois que sûrement, moi je me dis qu'il y a des garanties, parce que c'est quand même les Émirats Arabes Unis, ils ne vont pas garder un président qui est recherché par la justice de son pays. Vous savez, même aujourd'hui, je crois que les Émirats Arabes Unis deviennent aujourd'hui l'Eldorado médical donc de nos chefs d'État. Parce qu'avant Ibeka, même Ali Ben Bongo et Ali Gabel se soignaient là. Il y a Ibeka, aujourd'hui c'est Alpha Condé.
Donc, ils ont oublié aujourd'hui la France, parce qu'avant, c'était la France. Ils allaient à France. Maintenant, ils ont découvert les Émirats arabes unis. Or, il y a 50 ans, l'Afrique était presque au même niveau que les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, c'est quand même une honte pour ces présidents-là de quitter leur pays. Des gens qui sont là, qui ont déjà fait 3 mandats, 4 mandats, de quitter leur pays et d'aller se soigner ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains, il y a quand même une crème, mais ils ne sont pas nombreux, qui veulent quand même doter leur pays donc des infrastructures modernes. Il y a le Béninois qui quand même fait des parties talents, qui fait des efforts. Regardez ce que l'autre là a fait, Issoufou Mamadou a fait, en moins de 10 ans donc, de gouvernance, et il est parti. Il n'a pas voulu modifier la Constitution. Et même les gens voulaient marcher pour qu'il modifie la Constitution. Il a fait arrêter ces gens-là. Voilà, c'est ça un chef d'État. Vous voyez, c'est ça un chef d'État. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne se soucient donc de la population. Quand on a une migraine, rapidement, on prend le premier avion, on va en France ou aux Émirats arabes unis. Donc c'est pourquoi je dis que je le comprends. Quand en 10 ans, après 10 ans, Alpha Condé n'a même pas pu doter la Guinée donc d'un hôpital moderne pour se soigner là. Je me dis que c'est normal qu'on puisse quand même refuser à ce qu'il parte. Mais bon, comme un geste humanitaire, on l'a laissé partir. Mandela est resté dans son pays parce qu'il a doté ce pays là des infrastructures modernes. Il est resté, on l'a soigné dans son pays jusqu'à son décès. Est-ce qu'on a aujourd'hui, je veux dire, est-ce que c'est la CEDEAO, c'est l'Union africaine qui est garante du retour de Alpha Condé? Je ne saurais le dire. Parce que je ne suis pas trop dans le secret des dieux, mais je crois, même s'il y a eu... C'est qu'il a intérêt à revenir, c'est ça? Il a intérêt. En tout cas, je reste sur ma position, il devrait aller nulle part. Il n'a nulle part. Il est déjà sorti. Oui, il devrait aller nulle part. Maintenant, s'il est dehors, moi, je serais un peu différent de la position de mon frère. Je pense que Alpha Condé ne reviendra pas. J'ai le sentiment là. Et regardez tout ce qui, tout ce qui s'est passé lorsqu'il a été arrêté, son comportement, le comportement des chefs d'État de la CEDEAO. Ça n'a pas été la même chose avec Ibeka. Ils ont, protesté, mais pour Alpha Condé, le président ivoirien est allé droit au but pour dire non. Même menacé. Libérez-le, laissez-le, tout ça là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que le président ivoirien n'est pas capable de lui offrir un passeport ivoirien? Comme il a fait à Blaise Compaoré. Mais j'ai vu le comportement de ces messieurs. Excusez-moi, mais je suis désolé. Je ne vois pas Alpha Condé retourner en Guinée pour affronter la justice guinéenne. Parce que le monsieur... Je suis convaincu qu'il se croit toujours président. Et je crois qu'il va vouloir mener cette bataille-là à l'extérieur. La junte ne l'aurait pas laissé sortir s'il n'y avait pas de garants. Mais justement, les garants, c'est quoi? CEDEAO, c'est la parole. l'Union africaine. Mais ça n'engage qu'à ceux qui croient. On te le dira. Nous sommes en politique. Mais il y a un élément. Oui. Aujourd'hui, si la CEDEAO a pu convaincre la junte de laisser Alpha Condé quitter le territoire, et s'il ne revenait plus, et que la CEDEAO ne dit rien, mais la junte est encore au pouvoir. Mais il y aura donc d'autres faveurs qui vont maintenant refuser. Parce qu'ils vont conditionner le non-retour donc de Alpha Condé. Donc aujourd'hui, la CEDEAO aussi a intérêt à ce que Alpha Condé puisse revenir dans son pays. Mais s'il ne revient pas, d'accord, la junte peut lancer un mandat d'arrêt contre lui. Oui. Et là, ça deviendra encore beaucoup plus compliqué pour lui. Oui. Voyez-vous? Et on verra quel sera donc ce pays-là d'accueil, ce pays-là qui va peut-être accueillir un dictateur recherché par la justice de son pays. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je crois que Alpha Condé, lui, mais il a intérêt à revenir. Il faudrait quand même qu'il revienne et que cela soit douce, que de penser fuir donc la junte et de faire ces mimis-là, c'est-à-dire à se considérer comme président. On verra s'il va se mettre encore dans la peau donc de cet opposant à la fleur de l'âge ou qui combattait, qui disait n'importe quoi à l'extérieur. S'il se comporte de cette manière, ben bon, un beau jour, pour l'instant, la junte est là. Ils n'ont pas encore donné de calendrier. Vous voyez? Donc la junte est là, on verra. S'il ne revient pas, la junte avisera. Je pense que Sylvestre le disait tantôt, l'autre garantie aussi, c'est que c'est aux Émirats arabes unis. C'est pas dans un pays où on peut se dire, bon, ce pays va pas accepter le remède. C'est aux Émirats arabes unis. On sait que... Mais oui, Alassane Ouattara a de
très bonnes relations avec les Émirats arabes unis. Ah ben oui, ce monsieur, il a un carnet d'adresses, hein, comme on le dit, personne ne peut le nier. Il a fait ses preuves par rapport à cela. Alors, il y va tout le temps. Et ils sont tout le temps à Abidjan en train de financer des projets. Donc ça veut dire que pour moi, je reste perplexe, je reste dubitatif de voir Alpha Condé retourner. Je regarde au fait la personne, je regarde, en anglais on dit the body language, la manière dont le langage corporel, la manière, sa prestance, tout ça là. Il est dans la peau d'un chef d'État. Il n'a pas encore digéré. Il n'a pas encore digéré que le pouvoir, lui, c'est fini. Il a juste perdu la couronne. Voilà, sa démarche n'a pas changé. C'est ce que le monsieur fait. Ouais. Et en plus, je voudrais dire à Béni que actuellement, la CEDEAO n'a pas encore digéré ce que la junte guinéenne a fait. Hein. Dans le dossier malien. Dans le dossier malien, ils sont sortis pour dire nous, ça ne nous engage pas. Parce qu'on n'était pas. Justement, parce que vous l'avez exclu. Et ça, c'est normal. Eh bien, mais je connaissant très bien M. Alassane Dramane Ouattara, encore une fois, celui qui tire cette CEDEAO-là, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas sûr qu'il va digérer ça. Et d'une manière ou d'une autre, il va le faire payer la monnaie là. C'est sûr et certain. Et je pense que c'est dans ce dossier de Alpha Condé qu'il va le dire que je demeure le boss. Alors, il y a aussi un point important. La question peut paraître un peu ironique, mais je pense que Bertrand Schneider l'avait touché. On a des dirigeants qui vont faire 5 ans, qui vont faire 10 ans, qui vont faire 15 ans au pouvoir. On ne voit pas un seul hôpital sortir de terre. Et dès qu'ils tombent malades, il y a des avions médicalisés pour les évacuer vers des structures. Pendant ce temps, parce qu'on leur demande de construire des hôpitaux, pas avec leurs fonds, c'est avec aussi les fonds publics. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces dirigeants? Non, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que je me dis que beaucoup de nos chefs d'État ne sont pas des patriotes. Oui. Ils ne sont pas des patriotes parce que vous ne pouvez pas peut-être diriger un pays 5 ans, 10 ans et ne rien faire. Et croire que vous êtes aimé ou estimé par ce peuple-là. Si vous voyez la nomenclature ou le portrait de ces chefs d'État-là qui font 10, 15 ans au pouvoir et qui n'ont rien fait, mais sont quand même sûrs de rester éternellement au pouvoir, ce sont des gens qui ont souvent fraudé les élections. Ce sont des gens qui, ce sont des gens qui ont souvent fraudé les élections. Ce sont des gens qui savent que même si on prend 3 personnes pour voter, ils feront tout pour passer. Donc, comme ils ne sont pas comptables, ils savent très bien que ce n'est pas ce peuple-là qui va les élire, donc ils s'en fichent. Si les élections se passent dans les normes, dans les règles de l'art, et ça, ces présidents-là savent que si je ne le fais pas bien, je serai sanctionné dans les urnes. Je me dis, ils vont réfléchir par 1001 fois avant donc de développer leur politique gouvernementale. Parce que c'est donc des gens qui savent que si on dit à l'élection il y a 2 jours ou dans 2 jours, je vais gagner. Donc, à quoi bon donc se soucier de ce peuple-là? Je crois que c'est Pascal Lissouba qui disait qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Omar Bongo l'avait dit. C'est repris par Omar Bongo à l'époque. Oui, c'est lui qui l'avait dit. Qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. En réalité, c'est ce qui se passe en Afrique. Ils n'organisent pas les élections pour les perdre. Mais s'ils veulent partir, ils veulent quand même s'assurer que leur fils est déjà mature, ou le fils, celui qui va les remplacer, est déjà mature, pour le succéder. Pour le succéder, on serait dans ce schéma. Je vous dis, si Ibeka était encore au pouvoir et s'il décède, son fils serait déjà au pouvoir. Tout à fait. Oui. Votre réaction aussi sur cette question, c'est comment les peuples vivent ces genres de situations-là, rapidement? Est-ce que ces peuples même ont la voix? Est-ce qu'on leur donne la chance de s'exprimer? C'est regrettable. C'est dommage que des gens qui prétendent vouloir changer le quotidien de leurs compatriotes et arrivent au pouvoir par
par la grâce de Dieu, et puis bon, voilà, et c'est tout à fait regrettable. Je sais pas. Par la grâce de Dieu, le pouvoir des arbres. Le pouvoir des arbres, ouais. Et ben, c'est regrettable. C'est tout ça. Je ne sais pas s'il faut changer carrément la classe politique ou bien l'élite africaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est compliqué, c'est regrettable. Bertrand Schneider, Sylvestre Béni, je vous propose de marquer tout de suite